Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire des éditions Didier Fleu. Je vois que dans les commentaires qu'il y a déjà beaucoup de monde connecté d'un peu partout dans le monde. Je vois la Croatie, le Luxembourg, la Thaïlande. Donc bonjour à toutes et à tous en Roumanie, aux USA, en Jordanie, aux Pays-Bas, en Grèce. En tout cas, je vois qu'il y a du monde qui est connecté d'un petit peu partout. Donc c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Pour ce nouveau webinaire, justement, sur la collection Mondes en VF, qui est une collection de lecture facile des éditions Didier Fleu, et notamment, on va voir une nouveauté avec mon collègue, mais juste avant de commencer, je vais vous présenter un petit peu les différents livres que nous avons déjà chez Mondes en VF. Donc, nous avons plusieurs collections à partir du niveau A1 jusqu'au niveau B2. À date, nous avons 34 titres, du coup, avec des récits illustrés dès le niveau A1. Donc, on a différents personnages, dont Olympe de Gouges, les frères Montgolfier. Victor Hugo habite chez moi, qui est un de mes préférés, avec le chat de Victor Hugo, qui décrit la vie de Victor Hugo, justement. Après, d'autres personnages de la francophonie, évidemment. Après, nous avons évidemment d'autres livres à partir du niveau A2, puis niveau B1 et niveau B2, avec des auteurs contemporains francophones du monde entier. Les livres sont évidemment aussi accompagnés d'audio que vous pouvez écouter gratuitement, soit directement sur l'application didierfleu.app ou alors en téléchargement direct sur le site de Mondes en VF. Et évidemment, tout cela vient avec des fiches pédagogiques pour travailler la compréhension et le vocabulaire, ou voire même accessoirement des ateliers de théâtre, notamment sur le niveau A2. Et donc, aujourd'hui, nous allons présenter une nouveauté de la collection qui se passe avec Charles Perrault et le secret des contes. Et pour cela, je vais présenter quelqu'un que vous connaissez déjà certainement si vous connaissez les webinaires Didier Fleu, qui est Wilfried Merklen. Bonjour à toutes et à tous. Donc Wilfried, tu es auteur du coup cette fois-ci sur Charles Perrault et le secret des contes pour Mondes en VF. Est-ce que tu peux me dire pourquoi déjà les contes en classe de Fleu ? Alors, effectivement, là, aujourd'hui, je suis auteur et je parle avec vous en tant qu'auteur. J'ai changé un peu de casquette. Je ne suis plus le présentateur. C'est mon collègue Lorenz qui a pris le relais du présentateur. J'ai choisi les contes parce que, à titre personnel, je suis conteur. Déjà, c'est un élément important. Et puis, ce sujet, il me tient à cœur parce qu'en tant qu'enseignant de FLE, j'ai été amené à animer longtemps des ateliers de contes à Lyon avec des étudiants de plusieurs niveaux. Et ça me plaisait particulièrement de faire cette expérience d'apprentissage du FLE avec les apprenants, parce que ça permet les contes d'avoir une trame narrative universelle. Les contes, c'est un genre littéraire qu'on retrouve partout dans le monde, une tradition orale qu'on retrouve partout dans le monde, même aussi une tradition écrite, mais surtout une tradition orale qui est ancrée dans les familles, qui est ancrée dans les traditions. Donc avoir une trame narrative, c'est quelque chose d'un peu fondamental, un peu dans la démarche du conte en classe de FLE, parce que ça permet d'avoir un langage commun. On sait que dans un conte, il y a une situation initiale, qu'il y a un problème, qu'il y a une résolution et que parfois, il y a une information avec une morale à la fin. Donc la structure narrative est toujours un peu la même. Et donc, partant de ce principe-là, c'est beaucoup plus facile de dialoguer avec des apprenants et de construire aussi une narration, puisque le conte se construit partout dans le monde de la même manière. Et puis, dans le conte, il y a un autre élément intéressant, c'est la dimension interculturelle. Vous le savez peut-être, mais vous l'apprendrez peut-être en lisant Charles Perrault et le secret des contes. Vous découvrirez peut-être que Cendrillon existe dans plus de 500 versions répertoriées dans le monde. Et Cendrillon est un personnage qui suit la même trame narrative, avec les mêmes motifs. C'est une jeune fille qui est martyrisée par sa belle-mère dans tous les cas. Il n'y a pas forcément des belles-sœurs, mais il y a parfois une belle-sœur, notamment dans la version vietnamienne. Et puis, on a une marraine en France avec Charles Perrault, mais dans la version vietnamienne, cette marraine, elle est remplacée par un poisson rouge. Donc, il y a des versions très différentes, avec des référents culturels très différents. Cendrillon, elle est potentiellement née en Chine,
avec cette fameuse petite histoire de la chaussure que l'on perd avec un petit pied, un tout petit pied. Vous connaissez bien sûr l'histoire de la Chine avec ce rapport qu'on peut avoir au petit pied. Donc effectivement, il y a toute cette dimension interculturelle qui est passionnante dans les contes. Et quand on enseigne à des classes avec des apprenants de différents horizons, moi, dans ma classe à Lyon, il y a quelques années en arrière, j'avais une vingtaine de nationalités dans ma classe. Donc forcément, on est amené à confronter une même histoire avec des contextes culturels différents et des référents et des motifs différents. Et puis l'autre élément important, c'est que moi, ça me semble super important. Souvent, on pense que apprendre une langue, apprendre le français langue étrangère notamment, ça va reposer sur la mémoire, ça va reposer sur des phénomènes cognitifs liés uniquement à la mémorisation. Mais l'apprentissage d'une langue, c'est aussi une expérience sensorielle, c'est aussi une expérience de l'inconscient, parfois de l'inconscient collectif, une expérience de l'imaginaire. Et donc, comment apprendre une langue si on ne se verse pas dans l'imaginaire? C'est aussi un élément important pour fixer une langue, je crois. Eh bien, merci pour cette réponse plus que complète. On sent une vraie passion pour les contes de ta part. Et du coup, vient ma seconde question. On s'est demandé pourquoi les contes et maintenant pourquoi Perrault? Pourquoi Charles Perrault? Alors, déjà, j'ai été sollicité par les éditions Didier pour présenter un personnage francophone célèbre. Évidemment, vous l'avez compris, dans la collection Mondes en VF, au niveau A1, on essaye de présenter un personnage francophone qui a compté dans l'histoire, qui a compté dans la société, qui a compté dans la civilisation ou dans les sciences, dans la culture. Voilà, donc j'ai choisi Charles Perrault tout simplement parce qu'il est conteur, que je suis conteur, et que c'est un des conteurs clés qui ont joué un rôle politique avec le conte, puisque c'est un des premiers. Alors, il y a eu d'autres avant lui. Il y a eu Giambattista Basile en Italie qui ont déjà fixé un peu le conte oral en version écrite. Mais Charles Perrault a joué un rôle déterminant pour valoriser, bien sûr, le génie français du XVIIe siècle et la culture populaire pour la fixer dans la littérature française. Donc ça, c'était intéressant aussi de pouvoir le faire. Puis Perrault, pourquoi je l'ai choisi? Parce que j'ai toujours adoré son style d'écriture, adoré aussi les référents culturels qu'il a pu ajouter. Sur la couverture, vous voyez qu'il a ajouté une citrouille dans l'histoire de Cendrillon. Cette citrouille, elle n'existe que dans la version de Charles Perrault, et moi, elle m'a toujours un peu passionné, ce lien entre la nature et la culture dans l'histoire, ce lien entre les transports amoureux et les transports au sens propre du terme. Donc, c'est ce qui m'a toujours un peu passionné. Donc, effectivement, et puis un autre élément un peu rigolo aussi qui m'a tenu aussi dans cette histoire, qui m'a fait choisir Charles Perrault, c'est sa perruque. Vous le découvrirez si vous êtes amené à lire ce récit. Vous verrez qu'il y a un petit gag récurrent au travers de la perruque de Charles Perrault. Eh bien, merci, je ne divulgacherai pas, j'ai lu le livre et je n'en dirai pas plus par rapport à sa perruque. Tu as notamment dit que dans ce récit, c'est raconté à travers l'aventure de 4 personnages de contes. Pourquoi est-ce que tu as fait le choix d'une fiction pour raconter Perrault et pas une biographie? Oui, c'est un peu bizarre parce que normalement, au niveau A1, dans la collection Mondes en VF, on présente des personnages francophones un peu sur le mode de la monographie, de la biographie, donc avec des éléments factuels, avec des faits historiques mis en regard avec la vie d'un personnage. Ici, j'ai fait le choix effectivement d'avoir cette double dimension biographique. Bien sûr, je me suis associé à des faits réels et à la vraie vie de Charles Perrault, mais ce n'était pas possible pour moi en tant que conteur de raconter Perrault de manière factuelle pour plusieurs raisons. D'une part parce que on a très peu d'éléments factuels sur la vie biographique et la biographie de Charles Perrault, et parce que ça me semblait aussi être une bonne manière de présenter Charles Perrault que de le présenter sous le mode d'une fiction. Et donc ce récit, en réalité, c'est au départ plus l'histoire de 4 personnages. C'est le petit chaperon rouge, Cendrillon, le petit pousset et le chaboté, qui sont dans le monde imaginaire et qui vont avoir peur de disparaître parce qu'ils ont peur de n'exister que dans la version orale. Et donc la marraine, dans cette entrefaite, arrive dans le monde imaginaire et leur explique qu'ils peuvent être fixés
à l'écrit dans la littérature. C'est le premier chapitre de ce récit, et c'est une manière pour ces personnages d'aller à l'aventure, de rencontrer à Paris Charles Perrault et de passer d'aventure en aventure pour être enfin fixé dans le genre écrit, littéraire du conte merveilleux. Et puis, je me permets de rajouter aussi, mais tu l'avais déjà rappelé en amont, en plus de toutes tes casquettes, tu es aussi évidemment conteur, donc ça te parle beaucoup plus, j'imagine, d'être conteur plutôt que biographe. Oui, oui, c'est sûr. J'ai une appétence un peu particulière pour raconter des histoires, donc le fait de mêler la grande histoire avec un grand H, avec la petite histoire, ça, pour faire le lien entre les deux, la fiction, c'était aussi pas mal. Merci pour toutes ces informations. Étant donné que nous sommes entourés aujourd'hui de beaucoup de professionnels du FLE, on va se pencher un peu plus sur la technique. Qu'est-ce que tu conseillerais comme activité brise-glace pour des apprenants qui ont peur de lire ou même qui n'ont pas envie de lire? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la lecture, notamment pour les adolescents, c'est un sujet qui peut être un petit peu compliqué à amener en classe. C'est vrai que faire lire des adolescents, même faire lire des adultes, parfois, aujourd'hui, on est tous penchés sur nos téléphones, donc on sait que la lecture, c'est un vrai sujet, un vrai enjeu de société. Donc, trouver des ressources et des recours pour faire lire les apprenants, c'est un vrai défi pour les enseignants que nous sommes. Donc, il y a deux techniques, en fait. Quand on veut motiver des apprenants à lire, on peut soit opter pour une lecture détaillée, rentrer dans le détail, s'arrêter sur chaque mot que l'on ne comprend pas. Et puis, on a l'autre technique, qui est celle pour laquelle je vais un peu dérouler le propos, c'est la lecture globale. Une lecture globale, elle va consister à faire du repérage, à faire notamment des identifications sémantiques entre le texte et l'image, puisque toute cette collection Mondes en VF au niveau 1, elle est bien sûr illustrée, et ce titre ne manque pas à la règle. Charles Perrault et le secret des contes, c'est aussi un récit graphique, un roman graphique. Donc la lecture globale, elle va permettre de faire des va-et-vient entre l'image et le texte notamment, et surtout d'avoir une lecture de repérage du sens global. Ok, très bien. Et justement, en parlant de lecture globale, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de lecture globale? Alors, je parlais tout à l'heure de l'image. Donc, effectivement, si on commence, comme c'est le cas ici, vous avez à l'écran la couverture, on peut commencer par faire du repérage. On peut repérer une fée, on peut repérer une femme, si on n'a pas le mot fée, bien sûr, au niveau 1. On peut repérer le mot voiture, même si on ne connaît pas le mot carrosse. On peut repérer le mot nuage, qui sont des mots que l'on connaît au niveau 1. Déjà, pour brise-glace, on peut commencer par décrire la couverture, décrire les images qui vont jalonner les différents chapitres pour se rassurer et entrer progressivement dans la lecture. Bien évidemment, aussi, on peut passer par l'audio. Vous savez que l'ouvrage, ici, Laurence le disait tout à l'heure, il est associé aux audios. On a un audio par chapitre, ce qui va permettre de rentrer très progressivement dans la lecture en écoutant d'abord, avant de lire soi-même de manière active. Donc, on peut avoir une lecture passive par l'écoute audio et passer ensuite à une lecture active sans l'audio. Donc, ça permet de mettre le pied à l'étrier à la lecture, d'y aller pas à pas. Et puis, bien sûr, avec cette collection, on propose aussi des activités de compréhension. On a des activités de compréhension pour chaque chapitre. Je vous les montrerai juste après. Et ces activités de compréhension, elles vont être un peu une forme de challenge de lecture. Ça permet d'organiser des concours de compréhension, des concours de lecture, de faire des lectures croisées, pourquoi pas en binôme, pour vérifier que dans le binôme, les deux personnes ont bien compris la même chose de l'histoire. Donc, on peut effectivement donner goût à la lecture de manière passive, active, vous l'avez compris, avec les images et les audios, et puis pourquoi pas aussi avec des défis, des challenges en individuel ou en binôme ou en groupe. Parfait, merci pour ces réponses. Tout un programme pour les professeurs, du coup, j'imagine. Tu nous as parlé notamment de la différence, enfin de l'importance de l'histoire versus l'histoire avec un grand H dans ton récit. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Alors c'est vrai, je parlais de l'histoire avec un grand H. Il y a même je ne sais plus quel auteur a dit ça, je crois que c'est Georges Perec qui disait l'histoire avec sa grande H. Il parlait de la Seconde Guerre mondiale notamment. Donc l'histoire avec un grand H,
c'est bien sûr l'histoire de France qu'on va pouvoir découvrir ici à travers ce récit. On est au XVIIe siècle, on est avec Charles Perrault, donc on va pouvoir découvrir des faits historiques. Charles Perrault était notamment membre de l'Académie française, donc on va découvrir le rôle de l'Académie française, on va découvrir aussi d'autres membres de l'Académie française comme Nicolas Boileau. Et puis, on va découvrir aussi d'autres faits historiques. Bien sûr, Charles Perrault s'inscrit dans la politique du XVIIe siècle. Il avait notamment un rôle particulier puisqu'il était haut fonctionnaire auprès de la cour royale, auprès de Louis XIV, notamment pour le ministre Colbert. Donc, on va être amené à le voir, du moins à rencontrer Louis XIV aussi dans ce récit et à comprendre un peu la démesure de ce personnage. Je ne dévoile pas non plus le récit, mais vous le verrez. C'est l'occasion, notamment pour le Chaboté, de rencontrer Louis XIV, un moment assez intéressant du récit. Donc, effectivement, il y a plein de choses qui vont s'imbriquer. L'histoire avec un grand H, l'histoire officielle, l'histoire de France, et qui va se croiser avec l'histoire avec un petit H, c'est-à-dire l'histoire personnelle de l'auteur Charles Perrault, où on va découvrir progressivement des éléments de sa vie, ses métiers, bien évidemment. Il en a eu beaucoup. Et puis, on va découvrir aussi sa vie de famille et une particularité qui fait le secret de ses contes, mais je ne vais pas révéler le secret, bien entendu. Et mettons que je ne sois pas très à l'aise avec toute l'histoire et le passé de Perrault, est-ce que par hasard, il y aurait des outils qui pourraient me permettre d'être plus à l'aise directement dans ma classe en tant que professeur? Tout à fait, parce qu'effectivement, on parle ici de l'histoire d'un personnage, mais comprendre comment l'histoire de ce personnage s'inscrit dans la grande histoire avec un grand H, il faut aussi avoir des repères historiques, bien évidemment. Donc, on vous propose sur le site mondesanvf.fr, on vous propose des fiches, et notamment une fiche repère que vous voyez ici à l'écran, où on va pouvoir retrouver en noir la biographie de Charles Perrault, et tous les éléments en vert sont des repères historiques. Donc, vous allez pouvoir croiser la petite histoire avec la grande histoire. Donc, on sait que Charles Perrault est né en 1928, d'ailleurs, il y a une erreur ici, c'est pas 1928, c'est 1628, il y a une cote à corriger, d'ailleurs, ça serait bien, mais il serait très proche de nous, il pourrait être un contemporain, mais c'est pas le cas. Il est né en 1628. En 1634, il y a la création de l'Académie française, donc quelques années après sa naissance, et il va faire partie de cette Académie française. Et puis, vous avez des focus dans ces fiches repères. On explique ce qu'est l'Académie française avec des mots simples, des mots que vous pouvez utiliser avec vos apprenants de niveau A1 ou supérieur d'ailleurs. On explique bien sûr Charles Perrault et les modernes, puisqu'il y a notamment tout un parallèle entre les anciens et les modernes, qui est un débat littéraire et intellectuel au XVIIe siècle, où on explique cette fameuse querelle entre les anciens et les modernes avec un focus. La date de publication des contes, qu'est-ce qu'un conte merveilleux, vous avez des focus encore une fois, et puis des ouvertures culturelles sur la fin de cette fiche repère. Merci. Donc, beaucoup de ressources pour le professeur pour que tout le monde soit à l'aise très rapidement avec tous les personnages, évidemment, de la collection Mondes en VF. Maintenant, pour les apprenants, est-ce qu'on a des choses qui pourraient les guider dans la compréhension de ce récit ? Alors oui, justement, je parlais tout à l'heure du fait que les activités un peu de challenge, de défi, des activités de compréhension sont intéressantes à exploiter. Elles sont également disponibles sur le site mondesanvf.fr. Je vous en montre ici un extrait. C'est en train de charger. Voilà. Et vous avez plusieurs fiches, une fiche de l'apprenant et puis aussi une fiche de l'enseignant. Bien sûr, la fiche de l'enseignant contient des indications, des consignes, mais aussi des corrections. Donc, par exemple, moi, ce que je vous propose ici, c'est pas seulement des activités de compréhension, mais ce sont aussi des activités d'anticipation. Et cette activité-là, j'y tiens parce qu'elles permettent il y en a deux, des activités d'anticipation. Elles permettent de rentrer vraiment dans la lecture. Donc, avant de donner le livre à vos apprenants et de leur demander de lire le texte en intégralité, au niveau A1, ça peut faire peur de lire un vrai texte intégral, même s'il ne fait qu'une 50aine de pages. Donc, l'idée, c'est peut-être de commencer de manière lente, un peu plus accessible, avec ces deux activités d'anticipation. Et je pense que nous avons perdu Wilfried sur ce côté-là. Donc, le but ici, comme il a commencé à l'expliquer, pour le coup, c'est évidemment... on a récupéré Wilfried.
Ouais. L'idée, c'est d'avoir, effectivement, excusez-moi, j'ai eu un petit problème avec mon ordinateur. Donc, effectivement, avec ces fiches, l'idée, c'est de pouvoir, avec l'anticipation, permettre aux apprenants de rentrer doucement dans la lecture sans les brusquer. Et vous le voyez ici à l'écran, on a des fiches qui permettent, sur cette première activité, de lire quelques résumés. Donc, on a un résumé ici que je vais lire avec vous. C'est l'histoire d'un jeune homme très pauvre. Son père est mort et il reçoit un chat en héritage. Mais l'animal est spécial, il parle et il porte des bottes. Avec son intelligence, le chat aide son maître. Le jeune homme devient riche, il vit dans un beau château et il épouse une princesse. Alors bien évidemment, ce texte, même s'il est court, il peut paraître déjà difficile au niveau A1, mais on peut aussi avoir une lecture globale et dans ce petit résumé, déjà repérer le mot chat, le mot animal, le mot botte, le mot intelligence, par exemple, le mot maître. Et bien évidemment, on a compris ici qu'il s'agissait de l'histoire du maître chat ou chaboté. Voilà, donc la réponse pour la A, c'est le maître chat ou chaboté. Si je prends un autre exemple, on va lire un autre résumé plus loin. Il était une fois une famille pauvre avec beaucoup d'enfants. Un jour, les parents abandonnent les enfants dans la forêt. Les petits sont perdus, mais le dernier garçon retrouve sa maison. Une autre fois, ils se perdent encore et ils arrivent chez un ogre. L'ogre veut manger les enfants, mais le petit garçon gagne contre le monstre et il prend ses bottes magiques. Donc là, on peut encore une fois faire une lecture globale, repérer des mots comme bottes, ogre, monstre, forêt, beaucoup d'enfants, et on a compris qu'il s'agissait effectivement de l'histoire du Petit Poucet. Ce sont quand même des histoires qui ont traversé les frontières, donc c'est assez facile de pouvoir rentrer déjà dans l'univers des contes avec ces petits résumés avant de lire le texte intégral, Charles Perrault et le secret des contes. Et puis une deuxième activité d'anticipation qui est aussi intéressante parce qu'elle passe ici par l'image, elle peut paraître aussi un peu plus simple, notamment d'associer chacune des images au conte, sans forcément verbaliser, hein, mais on peut aussi demander aux apprenants de verbaliser. Par exemple, le petit chaperon rouge, c'est l'image numéro 2. On peut poser la question aux élèves, pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un animal, parce qu'il y a une petite fille. On peut demander aussi aux apprenants où est le petit Poucet. Eh bien, c'est l'image numéro 4, parce qu'on voit beaucoup d'enfants, un petit garçon avec ses frères, on voit des pierres. Voilà, il y a des choses aussi qu'on peut verbaliser en leur demandant d'avoir cette activité un peu brise-glace avant d'entrer dans la lecture. C'est aussi une bonne manière culturelle de parler de Gustave Doré qui est l'illustrateur au XIXe siècle de ces contes, notamment les contes de Perrault, mais aussi les fables de La Fontaine, entre autres. Donc d'avoir un autre élément culturel qui intervient dans cette activité d'anticipation avant de lire le texte. Et puis, ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, chaque chapitre, il y en a 8 dans ce récit, vont être assortis pour chacun de ces chapitres d'activités de compréhension. Dans ces activités de compréhension qui sont simples, on a des vrais-faux, on a des associations d'idées, on a des bonnes réponses à cocher, et puis on a aussi des mots mêlés, des mots fléchés, qui permettent de compléter des phrases, comme vous le voyez dans l'activité numéro 4. Ici, par exemple, compléter les phrases avec les mots trouvés. Le premier mot, c'est le mot transport. La fée prend une citrouille, c'est l'autre mot qu'on va trouver. Elle transforme le gros légume en moyen de transport, c'est magique. Tout ça, bien sûr, ce sont les fiches apprenants. Je vous le rappelle, vous retrouvez aussi en ligne les versions corrigées. Peut-être que je peux vous partager un exemple de version corrigée pour que vous puissiez vous figurer un peu à quoi ça ressemble. Alors, voilà à l'écran, vous le voyez ici. Donc, les petits résumés que je vous montrais tout à l'heure avec les corrections et puis surtout le repérage de quelques mots pour la lecture globale qui permettent avec les apprenants de repérer les mots importants qui ont permis de savoir de quelle histoire on parlait. Ici, avec les corrections, bien entendu, et puis encore d'autres exemples de corrections sur les chapitres. Encore une fois, toutes ces fiches, elles sont gratuites. Elles vous sont proposées en tant qu'enseignant sur le site mondesenvf.fr. Donc, on voit qu'on ne donne pas juste un livre, mais bien tout un cours, quasiment, en fait, qui est prêt à l'emploi pour les professeurs et qui a été réfléchi en amont. Notamment, tu parlais sur la recherche de mots-clés pour la lecture globale et d'autres affaires sur la culture, etc., etc. Une fois qu'on a fini cette belle lecture, comment est-ce qu'on pourrait poursuivre à l'aventure ?
Alors déjà, on peut, comme je le disais tout à l'heure, proposer une forme de concours, hein, le concours de la compréhension, bien entendu, avec ses fiches de compréhension, mais on peut aussi proposer des activités de production écrite. Alors, je vous montre l'exemple ici à l'écran. Je vous en ai proposé plusieurs, donc vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de toutes les faire, bien évidemment. J'ai proposé ici des ateliers d'écriture qui vous permettent d'organiser des concours, de faire de l'évaluation positive pour notamment publier les productions des apprenants. Et je commence ici cet atelier d'écriture avec un échauffement, échauffement qui s'appuie sur des émojis. Donc, on va pouvoir, par exemple, ici, décrire ces différents émojis pour pouvoir présenter l'histoire dont on parle ici. Donc, c'est une forme de résumé, bien évidemment. Si je vous montre la correction, vous le voyez tout de suite à l'écran. Les mots apparaissent. Donc, la réponse aux premiers émojis, c'est Cendrillon. Pourquoi c'est Cendrillon? Tout simplement parce qu'on voit des mots-clés comme chaussures, comme robe, comme château, comme fée ou marraine, bien évidemment. Le petit chaperon rouge, c'est aussi l'histoire que l'on reconnaît au travers de ces émojis comme panier, grand-mère, petite fille, loup, forêt, etc. Donc, effectivement, vous avez toutes ces activités d'échauffement qui sont intéressantes pour pouvoir mettre le pied à l'étrier à la production d'écrits. Et puis, vous avez une deuxième activité qui est intéressante, que vous pouvez choisir aussi, qui permet, à partir des illustrations de Gustave Doré, de rajouter une petite bulle pour faire une mini bande dessinée où on va mettre des mots dans la bouche du petit chaperon rouge, du chat botté, ou encore du personnage qui met la chaussure à Cendrillon. Donc, par exemple, on pourrait dire tiens, vous chaussez du 56. Tiens, cette chaussure me va très bien. Le chat botté pourrait dire miaou, j'ai faim. Le petit chaperon rouge dit au loup, je vais à l'école. Ou le loup posait la question, tu t'appelles comment? Voilà, on peut imaginer plein de récits parallèles à partir de cette petite activité d'échauffement aussi proposée aux apprenants. Ici, bien sûr, je vous montre à l'écran la version corrigée avec des propositions de corriger pour les apprenants. C'est une fiche qui est réservée à l'enseignant que vous pouvez utiliser et imprimer ensuite pour vos élèves. Je propose également une autre activité de production écrite assez simple pour le niveau A1.1. Elle va consister notamment à imaginer que les personnages, Cendrillon et le chat botté, le petit pousset, le petit chaperon rouge, voyagent dans le temps et ils viennent chez nous dans le monde contemporain. Et puis, comme nous, à la place de lire, ils vont plutôt utiliser leur téléphone portable et ils vont s'envoyer des messages sur WhatsApp ou sur une messagerie quelconque. Et donc, vous avez ici une proposition de corriger d'une discussion entre Cendrillon et le petit chaperon rouge sur leur téléphone. Cendrillon et le petit chaperon rouge qu'on a décidé de faire visiter Paris, par exemple. Mais on peut imaginer plein d'autres histoires. Ici, c'est un petit dialogue entre ces deux personnages. Tout est possible. Une autre production d'écrit aussi qui est indiquée dans ces fiches, c'est notamment la carte postale depuis le monde imaginaire, qu'on va envoyer plutôt au monde imaginaire. La marraine bonne fée reste dans le monde imaginaire, mais les personnages de cette histoire que je vous raconte dans Charles Perrault et le secret des contes viennent dans le monde réel, viennent dans le monde du XVIIe siècle. Et ça pouvait être intéressant de demander à nos apprenants d'avoir le point de vue de ces visiteurs du monde imaginaire dans le monde du XVIIe siècle. Qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils découvrent, qu'est-ce qu'ils peuvent décrire, quelles sont leurs émotions. Si on a aussi des apprenants du niveau A2 pour lesquels on veut faire travailler sur ce texte, c'est possible aussi. On peut faire exprimer les émotions pour envoyer une carte postale à Marraine la Fée qui est restée dans le monde imaginaire. Donc ça, c'est une activité intéressante. C'est peut-être pas sans vous rappeler aussi d'autres activités ou du moins d'autres éléments de la littérature avec les lettres persanes de Montesquieu notamment, où on a des personnages qui découvrent la France, qui viennent d'Orient et qui s'étonnent du monde dans lequel ils évoluent. Ça pourrait être la même chose exactement aussi avec des personnages du monde imaginaire qui découvrent la vie réelle. Il y a tout un programme. Il y en a plein d'autres. Voilà, il y a ici notamment des bandelettes à découper dans cette fiche. Et il s'agit, à partir de ces bandelettes, de jouer sur la table pour remettre l'histoire dans l'ordre. Ici, vous avez bien sûr la correction à l'écran.
Ce sont les différentes étapes du conte. Si vous voulez utiliser cette activité qui est plutôt réservée au niveau A1 ici, mais la faire évoluer pour des niveaux A2, B1 par exemple, c'est aussi possible. Et on peut même aller plus loin avec cet exercice et demander aux apprenants, outre le fait de remettre l'histoire dans l'ordre, de leur proposer d'ajouter des connecteurs chronologiques. Et ça intervient plutôt au niveau A2 et B1. Je vous propose aussi une autre activité, c'est la dernière, où on va notamment, à partir de la trame d'un conte qui est expliqué par Charles Perrault, la situation initiale, le problème, la résolution, enfin avec les péripéties aussi, eh bien, on va pouvoir écrire une histoire moderne. On va donner quelques indices de phrases clés à utiliser par les apprenants et ils vont pouvoir écrire ici leur histoire moderne, leur conte moderne. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Je vois que ce n'est pas juste une lecture, mais tout un outil pédagogique qui vient avec, concrètement. Je me doute qu'être auteur déjà hors FLE, ça doit être quelque chose de compliqué. Dans quelle mesure est-ce que écrire pour des lecteurs de niveau A1, c'est un défi? Alors, il y a un double défi, en fait. Vous connaissez peut-être l'Oulipo, c'est l'ouvroir de littérature potentielle. C'est un genre littéraire qui est encore actif, hein, avec des auteurs qui écrivent sous contrainte. Je parlais tout à l'heure de Georges Perec. Georges Perec, il était membre de l'Oulipo, et vous connaissez peut-être Georges Perec parce que c'est lui qui a écrit un roman qui s'appelle La Disparition, dans lequel la lettre E a disparu, et tout son roman est écrit sans la lettre E, donc c'est une grosse contrainte, bien évidemment. Et donc, écrire pour du FLE au niveau A1, c'est aussi une contrainte, parce qu'on va devoir être un peu contraint par le champ lexical à utiliser, qui doit être le champ lexical correspondant au niveau A1, contraint aussi par les structures de phrases, avec une syntaxe, avec des propositions simples, sans propositions relatives, par exemple. Éviter le plus possible les connecteurs logiques, puisqu'ils ne sont pas connus aussi par les apprenants. Passer le plus possible par le dialogue, puisque au niveau 1, on a plus l'habitude d'être confronté à du dialogue qu'à des paragraphes complets de phrases complexes, bien évidemment. Donc, c'est tout un réseau de contraintes qui fait que c'est un vrai défi d'écrire au niveau A1, parce qu'on a son idée en tête, son histoire en tête, sa manière de raconter l'histoire de Charles Perrault, ici en l'occurrence, et on est confronté à des choses qui vont un peu bloquer la manière de raconter. Je vous donne un exemple. Charles Perrault, il est connu pour avoir été un des chefs de file des modernes dans la querelle entre les anciens et les modernes au XVIIe siècle. C'est un des éléments les plus difficiles à expliquer pour des apprenants avec du vocabulaire de niveau A1, parce que bien évidemment, cette querelle, c'est un élément très abstrait, et à des apprenants de niveau A1, on n'a pas beaucoup de vocabulaire abstrait, on est plutôt dans le concret. Donc effectivement, ça c'était un vrai challenge, un vrai défi d'écrire au niveau A1. Et puis il y a un autre défi qui est supplémentaire, qui est le fait de rentrer aussi dans la contrainte de la collection, même si c'est une jolie contrainte, parce que j'adore la collection Mondes en VF. La contrainte de la collection Mondes en VF au niveau 1, c'est de présenter un personnage avec, bien sûr, des illustrations. Donc, je ne suis pas l'illustrateur, j'aimerais bien, mais je n'ai pas ce talent. Et donc, on a eu affaire à Jeanne de Talente, qui a déjà travaillé sur d'autres ouvrages des éditions Didier Fleuil, et qui a ici illustré avec brio cette histoire que je vous propose. Et c'était aussi intéressant dans le défi de pouvoir voir son histoire prendre forme avec des images, et de savoir raconter, de savoir imaginer quelles sont les images qui vont le mieux vulgariser certaines notions qui sont parfois difficiles à comprendre. Donc l'image, c'est un recours assez intéressant pour parfois faire comprendre des passages du récit qui étaient trop difficiles à simplifier. Donc ça, c'était vraiment un défi, effectivement. J'ai justement parlé des illustrations qui viennent justement accompagner la compréhension de tout le texte, surtout dans ces concepts un petit peu abstraits que les apprenants de niveau 1 là où les apprenants de niveau 1 peuvent rencontrer des difficultés pour le coup. Donc, merci pour toutes ces explications. Et mettons, je suis fan de cet univers, je suis fan de Perrault,
J'aimerais quelque chose, une lecture similaire ou des lectures similaires parce que j'aime lire. Qu'est-ce que tu me conseillerais chez Mondes en VF? Alors, si vous aimez l'aventure de Charles Perrault et le secret des contes, bien sûr, vous allez être confronté à plusieurs éléments. Vous allez être confronté à la monarchie, à la France du XVIIe siècle. Moi, je vous conseillerais plusieurs autres titres de la collection Mondes en VF. Je vous conseillerais notamment Rendez-vous rue Molière, puisque vous savez que Molière est un auteur, un dramaturge du XVIIe siècle. Donc, ça permettrait de compléter aussi pour vos apprenants une bonne vision de ce que pouvait être, d'un point de vue culturel, le monde du XVIIe siècle, avec Molière d'un côté, Charles Perrault de l'autre. Si vous êtes intéressé aussi par toute cette dimension histoire de France avec la monarchie, bien sûr, on a Louis XIV ici qui est présent dans ce récit avec Charles Perrault au XVIIe siècle, mais on peut continuer la lecture avec un autre titre qui est consacré à Marie-Antoinette. C'est Marie-Antoinette au château de Versailles, toujours dans la collection Mondes en VF. Et puis, si vous souhaitez, avec vos apprenants, faire un concours de lecture autour d'auteurs, de personnages de la littérature française célèbres, je vous conseille aussi les titres Victor Hugo, Habite chez moi, et Les rêves de Jules Verne. Ça permet de compléter aussi la lecture, toujours au niveau A1, avec des genres littéraires variés, le roman d'aventure avec Jules Verne, la poésie et les romans historiques, notamment avec Victor Hugo, le théâtre avec Molière, et bien sûr les contes avec Perrault. Et pour revenir un petit peu à Perrault, je vais justement poser la question dans le chat à ceux qui sont à vous, qui êtes en train de nous écouter, de nous regarder gentiment et patiemment. Quel est votre conte préféré? Est-ce que vous pouvez nous écrire dans le chat le conte de Perrault que vous préférez et avec un court message pour dire pourquoi, afin de partager avec nous votre passion pour les contes? Alors, est-ce que c'est le Chat botté? Est-ce que c'est Cendrillon? Est-ce que c'est Riquet à la houppe? Voilà. Est-ce que c'est un autre conte aussi? Pourquoi pas? Vous pouvez imaginer d'autres contes. Vous connaissez sans doute les autres contes de Charles Perrault. Ils sont parfois confondus aussi dans leur version avec la version des frères Grimm. Voilà. Est-ce que ce sont des choses que vous découvrez, que vous n'utilisez pas forcément en classe? Je vois qu'il y a Cendrillon. Maria préfère Cendrillon pour le coup. Donc Cendrillon, c'est une histoire intéressante, justement, vous le découvrez dans ce récit. Elle a eu 500 vies dans différentes versions. Barbe Bleue, c'est effectivement une version intéressante, un peu sombre même, de ce conte de Perrault. Le Chat botté, en plus avec une belle écriture, Nathalie. Une très belle écriture du Chat botté, effectivement. J'adore cette écriture, le Chat botté. Ouais. Ça me donne des idées, ça m'inspire. Tout à fait. Donc Cendrillon revient beaucoup, Barbe Bleue aussi, pour le coup, le petit pousset qui donne du courage aux enfants, nous dit Isabelle. Et le petit chaperon rouge qui est quand même un classique qui revient très souvent. Vous le savez peut-être, dans la version de Charles Perrault, l'histoire du petit chaperon rouge, elle est très sombre, puisque ça se termine par la mort du petit chaperon rouge et de la grand-mère, alors que dans la version des frères Grimm, le chasseur vient par là et sauve tout le monde. Dans la version de Perrault, l'idée, c'est de dénoncer tous les faux-semblants de ces flatteurs qui sont représentés par le loup, en réalité. Il y a beaucoup de personnes dans le monde contemporain qui ont taxé Charles Perrault d'avoir été un peu sexiste envers le petit chaperon rouge et d'avoir dit qu'elle était trop docile vis-à-vis du loup, etc. Je pense que cette lecture, elle est un petit peu fallacieuse. On s'est un peu trompé de lecture. Il faut regarder ce conte avec les lunettes du XVIIe siècle et avec aussi l'importance de la morale. Et puis, je le rappelle, Charles Perrault était aussi, en plus d'être conteur et de membre de l'Académie française, il était avocat, donc il détestait l'injustice. Et donc, derrière, il fallait aussi une morale à ces histoires pour rétablir l'ordre, bien évidemment. Donc, même si on le trouve aujourd'hui moralisateur, dans le contexte de l'époque, bien évidemment, si on replace les éléments dans leur contexte, ça donne une toute autre lecture. Tout à fait. On a aussi Amélie qui nous dit le petit pousset, car beaucoup de suspense avec les aventures de l'enfant le plus intelligent de la famille. Voilà, tout à fait. Et Natalia qui a remis beauté avec la botte et non la beauté, mais on a beaucoup aimé ce petit beauté pour le coup. C'est ça. Et Podane, évidemment, avec toutes ses robes, couleur soleil, couleur lune.
On voit qu'il y a une vraie passion aussi dans le chat pour les contes que vous retrouverez évidemment dans ce magnifique livre que j'ai pu lire sur Charles Perrault. Donc, félicitations Wilfried pour ce livre, parce que c'est un réel plaisir à lire, et puis avec toutes les ressources qui viennent avec. Pour aller un petit peu sur la suite, donc j'imagine que vous connaissiez déjà dans le chat un petit peu Mondes en VF. Donc, on a parlé de quelques collections, de quelques titres qui sont sortis. Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous avez des livres que vous avez déjà lus, que vous avez déjà étudiés en classe dans le chat? Je vois qu'il y a encore des retours sur les contes préférés. Alors, est-ce que vous êtes comme moi, vous avez préféré Victor Hugo habite chez moi? Ou est-ce que vous êtes plutôt Molière? Rue Molière, ok, j'ai bien anticipé. Donc, on a Olivera qui nous dit rue Molière pour le coup. Claire ne connaît pas Mondes en VF, alors c'est peut-être l'occasion qu'on vous la présente un petit peu quand même, un peu plus. Exactement, ouais. Avec quelques titres. Et Mondes en VF, ça veut dire même version francophone. Exactement. Mondes en Tous les auteurs viennent de la francophonie. On a des auteurs de différents pays francophones qui proposent ici des textes tout à fait originaux, hein, même si, comme vous l'avez compris, Charles Perrault, c'est un auteur connu. Ce n'est pas un texte de Charles Perrault, c'est un texte que j'ai écrit personnellement sur Charles Perrault. Même chose pour Jules Verne, pour Molière. Ce ne sont pas des textes simplifiés de ces auteurs, mais des histoires originales par des auteurs contemporains. Tout à fait. Marie Curie, ma grand-mère, rue Molière. Qui êtes-vous, monsieur Eiffel? On voit qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, il y a d'autres gens qui connaissent très bien, mais en tout cas, c'est une bonne occasion d'échanger entre vous, entre professeurs, pour vous donner les bonnes pratiques, justement, et vous les partager. Donc, c'est Victor Hugo avec la visite de la maison de l'écrivain à Besançon, tout à fait. À la rencontre de Saint-Exupéry. Donc, je vois qu'il y en a quelques-uns ou quelques-unes qui connaissent déjà la méthode et d'autres qui ne connaissent pas. Donc, je vous invite évidemment à découvrir cette magnifique collection avec toutes les ressources qui viennent avec. Comme l'a déjà dit Wilfried, ce sont des œuvres originales et non des œuvres simplifiées. Donc, on a fait vraiment tout un travail derrière. Je vois qu'il y a même Widet qui nous propose le lien vers notre site avec tout le lien Mondes en VF. Donc, merci pour ce travail. Ça me simplifie la tâche. Évidemment, Joséphine Baker fait son entrée au Panthéon et top aussi. Donc, beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Dans les prochaines sorties, on va avoir ce mois-ci un nouveau Mondes en VF qui va être sur la grande Sarah Bernhardt, alors qui n'est pas forcément connue de toutes et de tous, mais qui est connue comme la divine, notamment, qui est une des plus grandes actrices de théâtre de l'histoire. Donc, beaucoup de choses de ce côté à découvrir encore, en plus de ce livre que Wilfried a pu écrire. Donc ici, vous voyez que les illustrations montrent Sarah Bernhardt en pleine sur scène, tout simplement, et on voit que Lola et ses amis vont participer au tournage du prochain film sur Sarah Bernhardt. C'est une belle opportunité pour eux. Mais qui est Sarah Bernhardt? Peut-être que vous connaissez le nom, peut-être que vous ne le connaissez pas. Et donc, on va utiliser ce livre pour répondre à cette question et visiter l'exposition sur la vie extraordinaire de cette comédienne afin de découvrir pourquoi on appelle la grande Sarah Bernhardt. Évidemment, comme pour le livre sur Charles Perrault, cela viendra avec des ressources pour savoir, pour vous les professeurs, qui est Sarah Bernhardt, pour faire un lien justement entre le livre et sa vie, et avec des ressources supplémentaires pour faire des compréhensions écrites et des expressions écrites et utiliser cet ouvrage de façon pédagogique avec vos apprenants et apprenantes. Dans le passé, nous avons aussi proposé un voyage immersif avec Olympe de Gouges. Donc, dans le même principe, on va parler d'une femme importante de la francophonie et du féminisme d'ailleurs. Donc là, 3 élèves préparent une présentation orale sur la pionnière du féminisme et des droits humains, Olympe de Gouges, et Louis reçoit un message mystérieux d'Olympe de Gouges sur son téléphone. C'est pour ça qu'on voit justement ce téléphone portable sur la couverture, et elle propose aux 3 adolescents de découvrir sa vie pendant la Révolution française grâce à la réalité virtuelle. Donc ça va être intéressant justement d'utiliser cet ouvrage pour faire découvrir ce personnage principal et historique du féminisme, qui a été écrit cette fois-ci par Marie-Noëlle Cocteau, que vous connaissez peut-être, qui est autrice chez nous sur différentes collections comme Imagine ou L'Atelier, donc Imagine pour les adolescents et L'Atelier pour les adultes.
Nous avons aussi eu un un livre sur le premier vol avec les frères Montgolfier. Donc, ça va être l'occasion de découvrir, mais qu'est-ce qu'ils ont pu bien inventer, ces frères Montgolfier. Donc là, on a Axel qui va aller chez sa tante Elsa pour les vacances. Il trouve le journal d'un scientifique dans un vieux bureau. Le journal parle des frères Montgolfier et de leur invention. La montgolfière, quelle surprise avec un nom comme ça aurait été compliqué de découvrir cette invention, évidemment. Donc le but, ça va être de découvrir les frères Montgolfier à travers cette œuvre aussi, donc toujours au niveau A1. Et évidemment, j'ai mis le lien dans le chat, mais pour retrouver toutes ces ressources, que ce soit la biographie des personnages historiques, les fiches de compréhension, ou alors les ateliers d'écriture ou les ateliers de théâtre, vous pouvez vous rendre directement sur notre site mondesenvf.fr et vous pourrez aussi télécharger évidemment les audios de chaque chapitre au format MP3. Et je pense que nous sommes allés au bout de cette présentation. Évidemment, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site didierfleu.fr et tous nos webinaires sont en ligne directement aussi sur notre page YouTube. Donc sur YouTube, vous pouvez cliquer, vous pouvez juste rechercher Didier Fleu et vous trouverez notre page YouTube où se trouvent tous nos webinaires que vous pourrez voir et revoir pour vous donner de nouvelles idées pour vos cours. Je vais voir si vous avez des questions dans le chat en attendant. J'ai répondu justement à une question pour Caroline et qui nous posait la question de savoir si les ressources de Charles Perrault étaient déjà en ligne. Oui, elles le sont, mais elles ne sont pas en ligne sur le site Didier Fleu. Elles sont en ligne sur le site spécifique à la collection Mondes en VF. Donc, comme on le disait tout à l'heure, mondesenvf.fr. Donc, je vous ai envoyé le lien et vous pouvez retrouver en téléchargement les audios, bien sûr. On va vous demander un mot du livre pour pouvoir les télécharger, bien évidemment. Et puis surtout, vous retrouvez en téléchargement la fiche repère pour l'aspect historique, les fiches de compréhension avec la version professeur corrigée et les fiches de production avec la version enseignant pour les propositions de correction. Évidemment, si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, vous pouvez contacter les délégués pédagogiques de vos zones. Vous pouvez retrouver ces questions-là directement sur notre site, évidemment, didierfleu.fr. Et ça nous enverra directement un message à moi si vous êtes dans ma zone ou alors à une de mes collègues qui se fera un plaisir de vous répondre. En attendant, Wilfried, je te remercie pour cette belle interview qu'on a menée tous les deux. Ça a été un plaisir d'écouter ta passion pour les contes, justement, et ta passion pour ce cher Monsieur Perrault. Et puis merci à toutes et à tous d'avoir participé assez activement dans ce chat. C'était un plaisir aussi de pouvoir être un petit peu dans l'échange et pas juste dans l'écoute de l'autre côté. Donc c'était vraiment actif et c'était vraiment agréable de mon côté. Et si vous n'avez plus de questions dans le chat, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit, une belle soirée en fonction d'où vous vous trouvez dans le monde. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus de réponses. Et puis, bonnes vacances studieuses à Caroline de votre côté aussi. Merci à tous et à toutes. Merci à toutes et à tous. À bientôt.